Alors Youssef Indy, nous sommes au sixième jour de l'agression israélienne contre l'Iran. L'offensive a commencé par des bombardements sur des immeubles d'habitation à Téhéran, provoquant la mort de hauts cadres militaires iraniens, de scientifiques ainsi que de femmes et d'enfants. L'Iran a répliqué en lançant des missiles balistiques vers Israël. Certains ont frappé le cœur de Tel Aviv, notamment la Kiryat, un centre stratégique du commandement militaire israélien, tandis qu'une autre salve a visé une raffinerie à Haïfa, infligeant des dégâts importants à cette infrastructure énergétique clé. Quelle lecture fais-tu de la situation ayant conduit à cette confrontation ouverte entre Israël et l'Iran? Bah, d'abord, il y a le contexte général. Il y a une négociation qui était en cours, des négociations qui étaient en cours entre les États-Unis et l'Iran. Il y a eu une suspension temporaire des négociations et une reprise qui était prévue, une reprise des négociations. Je crois qu'une rencontre était prévue le dimanche. Donc le dimanche, sachant que les frappes israéliennes ont commencé le jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et une réunion, je crois, était prévue le dimanche. Donc les Israéliens, le gouvernement de Netanyahou a clairement voulu, un, saboter les négociations entre les États-Unis et l'Iran, et deux, entraîner les États-Unis, là c'est ce qu'ils essaient de faire, entraîner les États-Unis dans leur guerre contre l'Iran. Tout comme ils avaient saboté, durant le cessez-le-feu, les négociations secrètes qu'il y avait entre les États-Unis, l'administration Trump et le Hamas, en dévoilant publiquement que l'administration Trump négocie avec le Hamas sans impliquer les Israéliens. Mais après cela, l'administration Trump a repris les négociations avec le Hamas et les négociations avec le Yémen. Donc voilà la situation et voilà les objectifs. Alors les objectifs, il y en a d'autres, hein. Les objectifs israéliens sont un des objectifs principaux, ça a été de déstabiliser en fait l'État iranien. Puisque tout de suite après les premières frappes, Netanyahou a lancé un appel aux Iraniens pour qu'ils se libèrent du régime des Mollahs, etc., etc. Ils ont pensé paralyser pour longtemps les défenses aériennes iraniennes. Ça a pas duré, pour 24 heures, puisque dès le vendredi soir, le lendemain, les Iraniens ont lancé leur contre-offensive. Ils pensaient aussi déstabiliser l'armée iranienne en frappant des têtes, des hauts responsables, des hauts cadres, même le chef des Pasdaran, le gardien de la Révolution, le chef d'état-major aussi. Alors ça, comme l'a expliqué Xavier Moreau dans un tweet, ça c'est basé sur un vieux mythe biblique, hein. C'est le récit de Judith qui séduit et égorge dans la nuit le chef d'une armée ennemie et qui conduit à la déroute de cette armée. Et les Israéliens vivent dans ce mythe, pensent que peuvent détruire une organisation comme le Hezbollah ou comme le Hamas, ou faire tomber un État comme l'Iran, simplement en assassinant des hauts dignitaires. À croire qu'ils ne savent pas comment fonctionne un État. Voilà, donc ça aussi, ça a échoué. Ça a plutôt eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en Iran, même, même ceux qui sont plutôt libéraux, ou même des Iraniens qui vivent pas en Iran, qui sont plutôt libéraux ou plutôt hostiles euh, à la République islamique d'Iran, eh bien là, font bloc autour de leur État, en fait. Puisque même s'ils sont anti régime d'Ebola, entre guillemets, ils restent nationalistes, ils restent attachés à leur pays. Et le fait de tuer des civils, comme l'ont fait les Israéliens, effectivement ne poussera pas à la rébellion, à la révolte des Iraniens. Non. Donc là, il y a eu plusieurs erreurs de calcul. Et puis, il y a eu la contre-offensive. La contre-offensive, elle, est quand même très précise. Alors, je précise quand même, hein, que, il y a eu plus de morts civils iraniens que de morts civils israéliens. Puisque les Israéliens, et la propagande israélienne s'est mise en branle en disant que les Iraniens visaient des civils.
Alors qu'en réalité, c'est eux qui ont visé les civils les premiers, ceux qui ont lancé l'offensive. Et alors, effectivement, les Iraniens ont visé une raffinerie, une centrale électrique, un centre du Mossad, un centre, L'Institut Weizmann aussi qui l'Institut travaille Weizmann. avec le Mossad et Elbit. Voilà. Là, Voilà, c'est un centre de recherche scientifique. Ils ont aussi frappé le siège de Amman, c'est-à-dire le renseignement militaire israélien. Euh, et aussi, alors c'est ce qu'explique Xavier Moreau, et je le reprends dans la prochaine chronique, c'est qu'il en avait déjà parlé l'année dernière, c'est-à-dire que les Iraniens, eux, ont investi dans un armement peu coûteux. Donc quand ils lancent des salves de drones et de vieux missiles, parce qu'en fait ils sont en train d'écouler leur vieux stock, eh bien ça leur coûte beaucoup moins cher qu'aux Israéliens de les intercepter. Par exemple, l'année dernière, l'interception des frappes iraniennes a coûté, il y a eu l'implication de la France, des États-Unis, a coûté entre 700 millions et 1 milliard de dollars la nuit. Donc là aussi, là, ça leur coûte très cher en ce moment d'essayer de stopper les frappes iraniennes. Ajoutons à cela qu'il y a eu très probablement de la part de l'Iran un brouillage ou un piratage électronique du dôme de fer. Parce qu'on voit des images où ah oui, ils se euh, retournent les contre missiles nous-mêmes. antimissiles voilà, se retournent contre les lanceurs du dôme de fer. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt l'Iran qui a repris l'avantage. Contrairement à ce qu'on peut entendre dans certains médias mainstream ou médias israéliens qui disent que Israël est en train de faire vaciller l'Iran, que... Mais Non, en fait, c'est plutôt pour l'instant, pour l'instant, c'est plutôt le contraire. Le gouvernement israélien en est arrivé au point d'empêcher, d'interdire aux Israéliens, aux ressortissants israéliens de quitter le pays. Donc, il y a par exemple des Franco-Israéliens, s'ils ont tous enfin, ils sont nombreux à avoir la double nationalité, qui sont partis en vacances en Israël et qui sont bloqués là-bas. Ils ne peuvent plus partir. Parce que ça a été la ruée dans les aéroports, notamment l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Donc, les gens veulent partir. Il y a des scènes de panique dans les rues et dans les bunkers. Donc, non, il y a une les, censure les- militaire israélienne aussi qui... il y a une censure militaire, mais il y a quand même des images qui passent, qui sont des vidéos hein, de frappes iraniennes qui filtrent. Et ça, c'est effectivement très mauvais pour le gouvernement israélien, pour l'image d'Israël, pour l'image du dôme de fer. D'autant plus que c'est eux qui ont commencé à démarrer les hostilités. Donc, d'une certaine façon, les Iraniens ont les mains libres pour agir. Israël justifie son action en invoquant la menace nucléaire iranienne. Cependant, ne faut-il pas aussi considérer que cette confrontation s'inscrit dans un contexte plus large où l'Iran défie la suprématie israélienne au Moyen-Orient et soutient activement la cause palestinienne? Oui, alors bien sûr qu'il y a de ça. Bon, il y a effectivement l'argument du soutien du Hamas par l'Iran. D'ailleurs, cet argument-là, il n'est pas trop avancé en ce moment. Parce que c'est pas un argument qui justifie une guerre totale contre un pays de 90 millions d'habitants, mais c'est surtout effectivement l'argument du nucléaire iranien, sachant que les Israéliens tiennent ce discours sur le danger du nucléaire iranien, de l'obtention d'une bombe atomique depuis le début des années 90. Ce sont les Israéliens qui ont commencé là-dessus, et les Américains ont repris le narratif. Ils ont repris le narratif et ils sont en première ligne dans les négociations, dans les sanctions contre l'Iran par rapport à cette question du nucléaire. Donc même Trump, qui veut éviter la guerre et qui a basé ses deux mandats et ses trois euh, campagnes électorales sur, comment dire, la fin des guerres impériales, hégémoniques des États-Unis, lui-même, en fait, reprend le narratif israélien sur cette question du nucléaire. Parce que
Pourquoi est-ce qu'il y a un problème nucléaire? Pourquoi est-ce qu'il y a des négociations sur le nucléaire? Pourquoi est-ce qu'il y a des sanctions par rapport au nucléaire? C'est parce que ce sont les Israéliens qui, à partir des années 90, ont mis cette question sur la table, basée sur un mensonge. Tout comme les armes de destruction massive en Irak, c'est le Mossad qui transmettait les intox aux États-Unis, au gouvernement des États-Unis, qui les reprenait. Donc les armes de destruction massive en Irak, même en Syrie, dont ils nous ont parlé, et maintenant, et depuis maintenant des décennies en Iran, tout cela vient des Israéliens. Et quel rôle justement joue Donald Trump dans cette crise? Parce que cette nuit, il a encore appelé à une reddition inconditionnelle de l'Iran, semblant s'aligner pleinement sur la position israélienne. Hmm, pardon. Pas le Bah, prendre au pied de la c'est lettre. exactement... Comment? Il faut pas le prendre au pied de la lettre, alors. Bah, en fait, c'est exactement le même cirque qu'il avait fait en 2019. En 2019, il y avait eu une crise irano-américaine déclenchée par les Israéliens. Il y avait eu déjà un navire qui avait été frappé de façon suspecte. euh, comment, je crois que c'était au large d'Oman. Et tout de suite, les Israéliens, les Américains, surtout les Israéliens, ont accusé les, euh, les Iraniens. Le Mossad transmettait à John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Trump à l'époque, là encore des informations comme celles des armes de destruction massive, en disant que les Iraniens menacent les intérêts des États-Unis dans la région. Il y a eu un drone, un Reaper extrêmement cher, je crois 100 millions de dollars, vraiment un drone de très haute technologie qui vole en haute altitude, américain qui a survolé l'espace aérien iranien, et les Iraniens l'ont abattu. Et là, Trump, c'est comment dire, a menacé l'Iran. Tout ça, je m'en souviens très bien parce que j'avais écrit des articles dessus. Donc c'est très frais dans ma mémoire et les gens ont oublié cet épisode. Il menaçait sur Twitter, il vociférait, il disait que l'Iran allait le regretter, etc. Il a tenu une réunion à la Maison-Blanche avec des faucons et des colombes, c'est-à-dire des pro-guerres et des anti-guerres. Et au terme de cette réunion, au terme de ce spectacle, eh bien, Donald Trump a limogé John Bolton qui le poussait vers la guerre. Ensuite, il a dit de John Bolton, si je l'écoutais, nous serions déjà dans une guerre contre l'Iran. Et pendant qu'il faisait tout le tapage, tout ce tapage contre l'Iran à l'époque, il transmettait des messages à l'Iran via Oman en leur disant, je ne veux pas la guerre contre vous, ce que je veux, c'est une négociation, c'est un accord, etc. Et là, en ce moment, alors je dis pas que ça n'a pas dérapé, hein, Mm, parce que j'ai l'impression que la pression sur lui est plus forte qu'en 2019. Mais là, il fait le même cinéma, euh, mais en parallèle, quand on lit la presse, Axios, Jérusalem Post, etc., ce qui se passe réellement en coulisses, mm, ce que dit Trump en coulisses, ce que dit J.D. Vance, etc., c'est je veux une négociation, la reprise des négociations sur le nucléaire, des négociations sur un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. D'ailleurs, il a même tweeté dans ce sens-là, en tout cas, il a publié des messages dans ce sens-là, et en proposant dès cette semaine une rencontre entre, d'un côté, J.D. Vance, Witkoff, donc le vice-président et le négociateur de l'administration Trump, et le ministre des Affaires étrangères iranien. Donc voilà ce qu'on peut lire en fait dans la presse sérieuse sur ce sujet-là, tandis que en parallèle, on a beaucoup d'informations contradictoires qui viennent du mainstream, de CNN par exemple, en disant ouais, ou des Israéliens en disant ça y est, va nous fournir. Trump va probablement donner son accord pour que les États-Unis frappent l'Iran, frappent les installations nucléaires, etc. En tout cas, si Trump fait ça, c'est Ouais. fini pour son mandat. Ouais. D'ailleurs, Tucker Carlson l'a dit, en disant que ça sera fini de la présidence de Trump. Son MAGA pourra s'asseoir dessus, son Make America Great Again terminé, puisque les Iraniens peuvent fermer le détroit d'Ormuz, par lequel passe une quantité importante du pétrole qui alimente l'économie mondiale.
Donc ça ruinera l'économie américaine, sachant que Trump a basé tout son programme politique depuis maintenant une dizaine d'années sur le redressement économique. Donc ça en sera fini de son projet. Et puis, comme l'a dit Tucker Carlson, on se souviendra de lui comme on se souvient aujourd'hui de George W. Bush, c'est-à-dire celui qui a envoyé les États-Unis dans la catastrophe. Donc s'il fait ça, terminé. Et terminé aussi pour le Trumpisme. Ce sera fini, ça en sera fini du Trumpisme. Parce que celui qui viendra derrière et qui se réclamera de Donald Trump, bah, sera équivalent à celui qui, d'ailleurs c'est pas arrivé, qui serait venu après George W. Bush pour se réclamer de George W. Bush. Voilà. Donc il ruinera aussi la carrière de J.D. Vance par la même occasion. Voilà. Israël a attaqué la télévision d'État iranienne, un objectif civil. Cette approche rappelle le bombardement de la télévision serbe par l'OTAN en 1999. Que révèle cette volonté des dirigeants israéliens de frapper des cibles civiles sur leur vision stratégique et ses implications politiques? Alors, en fait, ça rentre dans l'objectif de faire tomber le régime. Parce qu'ils se sont attaqués à des cibles militaires, ils ont, selon eux, décapité l'armée, etc. Ils se sont attaqués à la télévision, c'est-à-dire en fait un organe qui était une émanation de l'État. Donc, ils visent des émanations de l'État. Et d'ailleurs, les Israéliens ont demandé à plusieurs reprises à Donald Trump d'assassiner Ali Khamenei, qui est le guide suprême de la République islamique d'Iran, ce qui serait extrêmement grave. Donc, ils lui ont demandé plusieurs fois, et plusieurs fois, il a refusé. Et je rappelle aussi que Netanyahou a demandé plusieurs fois, y compris publiquement, à Donald Trump d'engager les États-Unis dans la guerre contre l'Iran, ou du moins utiliser des bombes perforantes pour frapper les sites nucléaires. Jusque-là, jusque-là, Trump a vociféré, voilà, en réponse. Il ne s'est pas exécuté. Mais bon, on ne sait jamais. L'opération israélienne nommée Rising Lion, le lion qui se dresse, fait écho au lion de Juda, décrit par Jacob dans la Genèse, comme un symbole de force et de royauté. Quelle interprétation peut-on donner à cette dimension eschatologique dans le cadre de cette offensive militaire? Alors, dans l'eschatologie juive, une des conditions de l'avènement du Messie est la destruction de la Perse. Voilà, donc il y a, parce qu'en fait, l'eschatologie juive, on trouve des textes fondateurs dans la Bible hébraïque et le Talmud, mais aussi dans des prophéties, entre guillemets, de rabbins, même de l'époque moderne. Voilà, donc ça, l'eschatologie juive ne cesse de s'actualiser. Et donc, ils prennent des textes anciens. Alors, ils parlent de Babylone, etc. Alors, ils disent, bon, ok, Babylone, ça correspond à l'Irak, c'est Saddam Hussein. Netanyahou lui-même, quand il a rendu visite à Vladimir Poutine en 2017 ou 2018, déjà à l'époque disait que il fallait chasser l'Iran de Syrie parce que les Iraniens veulent faire ce qu'ils ont voulu faire à l'époque de la reine Esther, etc. Donc il y a toujours, en fait, même chez les laïcs israéliens, cette vision de la politique, de la géopolitique et de l'histoire qui est un décalque de la Bible hébraïque. La Bible hébraïque, pour eux, un manuel politique et un livre de prophéties qui leur indique la voie à suivre. Et de toute façon, il y a toujours un Amalek à tuer, à éliminer. L'Amalek, c'est les Amalécites. Il y a un récit biblique sur la guerre des Hébreux et des Amalécites à exterminer. Et donc, jusqu'à récemment, là encore, quand ils ont commencé le génocide à Gaza, Netanyahou les a qualifiés d'Amalécites, en disant souviens-toi d'Amalek. Donc, il y a toujours cette figure de l'ennemi, l'ennemi permanent, l'ennemi ontologique qui ressurgit sous un visage différent et qu'il faut éliminer. Donc il fallait éliminer la Syrie de Assad, il fallait éliminer l'Irak de Saddam Hussein, avant il fallait éliminer l'Égypte de Nasser, maintenant il faut éliminer l'Iran des Mollahs. Enfin, il y a toujours un ennemi à éliminer, mais c'est toujours les États-Unis qui doivent faire le sale boulot.
Voilà. Ok, merci. Est-ce que tu aurais une actualité à nous faire partager avant qu'on se quitte? Bah oui, alors il y a ce livre qui n'est pas de moi, hein, mais qui est de Dylan Papé, historien israélien, bah, célèbre historien israélien, certainement un des historiens israéliens les plus, comment dire, les plus performants dans ce domaine. Donc ce livre, c'est Le lobby sioniste des deux côtés de l'Atlantique aux éditions Ethos, qui est sorti en Angleterre, enfin dans le monde anglophone l'année dernière, sous le titre de, j'ai un exemplaire ici, Lobbying for Zionism on both sides of the Atlantic. Et voilà, donc maintenant la traduction française est prête et disponible et préfacée par votre serviteur. Voilà l'actualité. Merci. Merci à vous.